bienvenue à cette conférence dansée. Je tiens à remercier tout d'abord notre régisseur Ludovic Badevant pour la mise en œuvre de ce projet, ma collègue Kaori, le conservatoire de Maison-Alfort pour le prêt de certains costumes, les parents d'élèves pour les points de couture et les coups de main en coulisses, et surtout je remercie infiniment les élèves pour leur investissement. Le ballet La Bayadère est créé en 1877 par Marius Petipa, né à Marseille en 1818, et alors premier maître de ballet des théâtres impériaux de Saint-Pétersbourg, sur une musique de Ludwig Minkus. C'est une production typique de l'époque. Considérée comme une œuvre originale, elle demeure très fidèle aux conventions du ballet classique du XIXe siècle et rejoint la période où Petipa évoquait les divers pays du monde dans ses œuvres. L'an dernier, nous présentions l'Espagne de Don Quichotte. Comme la plupart des ballets de Petipa, c'est un succès immédiat. Cependant, il revoit entièrement la chorégraphie afin de la présenter pour la saison 1900, entendu que le nouveau ballet se doit de faire valoir les premiers danseurs de l'époque. Avec ses décors exotiques et luxuriants, ses costumes somptueux, un scénario mélodramatique, une mise en scène grandiose brassant plus d'une centaine d'interprètes et de figurants, on a souvent défini ce ballet comme une super production. La version originale, en 4 actes, j'espère que vous êtes bien assis, on est là pour 3 heures, non, je plaisante, met en scène les conflits classiques du ballet romantique, mêlant amour, jalousie, intrigue, meurtre et vengeance, dans une Inde presque totalement imaginaire. L'intrigue repose une fois de plus sur l'amour impossible d'une jeune femme pure et finalement trahie, incarnant d'une certaine manière l'idéal féminin de l'époque. Arguments, psychologie des personnages et chorégraphie, tout concorde avec les stéréotypes familiers de l'époque. L'Inde n'est en quelque sorte qu'un prétexte. Dans sa revue de 1877, l'historien du ballet Konstantin Skalkowski commente les inexactitudes ethnographiques qu'il relève au cours de la première. Petipa n'a emprunté à l'Inde que quelques traits. En effet, les danses ressemblent de loin aux danses exécutées réellement par les bayadères, qui consistent en quelques oscillations du corps associées à des mouvements modérés des bras sur une musique triste. Cependant, si les danses des bayadères sont ethniquement incorrectes, l'idée de danser avec la fille du Raja est encore plus farfelue. Seules les courtisanes peuvent danser et chanter. Toute femme qui enfreindrait ces règles serait rapidement punie par le mépris ou le rejet dans une basse caste. Petipa accorderait aux femmes dans la bayadère des libertés dont elles ne jouissaient jamais dans l'Inde traditionnelle. En réalité, le chorégraphe ne s'éloigne jamais des canons du ballet classique. Une première partie dans le monde des vivants, occasion de mêler danse de caractère et danse classique, où les règles sociales régissent et ordonnent les sentiments, et une deuxième partie, appelée acte en blanc, où le rêve permet dans un monde surnaturel de renverser l'ordre social en permettant à la jeune femme de faire triompher l'amour. Il y démontre sa maîtrise de la codification et des attentes techniques du ballet classique dit académique, sa capacité à valoriser les prouesses techniques des solistes et son génie pour les chorégraphies d'ensemble du corps de ballet. Il sait parfaitement satisfaire les attentes du public de son époque. À l'origine, il imagine au 4e acte une apothéose, où les dieux vengent l'héroïne en foudroyant le temple. Cet acte a été abandonné en 1919, suite à la réquisition du personnel du théâtre Mariinsky lors de la Révolution d'octobre. La grande histoire rejoint l'histoire de la danse, et la bayadère reste longtemps inconnue des publics occidentaux, du fait des relations avec l'URSS. Les publics parisiens et londoniens ne découvriront qu'un extrait, l'Acte des Ombres, en 1961, lors de la tournée du Kirov à l'Ouest, nous laissant au passage un jeune prodige nommé Rudolf Nureyev. En 1992, au terme de sa carrière et de sa vie, il remonte le ballet pour l'Opéra de Paris dans son intégralité et en s'appuyant sur les notes de Petipa et sur son incroyable mémoire. Il confie alors « Il existe un moyen de faire vivre une chorégraphie ancienne. C'est de retrouver une motivation pour chaque mouvement. Sans cela, elle ne peut avoir de vérité. » Nureyev a légué à l'Opéra de Paris ce joyau dans sa démesure, son intensité dramatique et sa puissance évocatrice. Fidèle à l'esprit de Petipa, ce ballet nous emporte ailleurs depuis bientôt 150 ans. Programmé cette année à l'Opéra Bastille, sa chorégraphie suscite toujours autant d'admiration et sa mise en scène grandiose éveille toujours les sens du spectateur
qui voyage et se grise dans les actes 1 et 2, puis se perd dans les paradis artificiels de la rêverie de Solor à l'acte 3. La motivation que nous avons trouvée pour aborder ce répertoire fut donc les émotions liées à l'intrigue de ce ballet. Alors attention, il faut suivre. Le ballet retrace l'histoire d'une danseuse sacrée, la bayadère Nikia, et d'un valeureux guerrier, Solor, qui se sont mutuellement jurés un amour éternel. Le grand brahman, également amoureux de Nikia, malgré son caractère sacerdotal, découvre leur relation. De son côté, le Raja a l'intention de fiancer sa fille, Gamzati, au courageux guerrier. Nikia, ignorant tout de ce projet, accepte de danser à l'occasion des fiançailles, qui l'amèneront pourtant à sa perte. Le grand brahman, jaloux, souhaite se débarrasser de Solor et le dénonce au Raja. Son plan échoue puisque ce dernier décide que si quelqu'un doit payer de sa vie, ce sera Nikia, car elle a trahi sa mission sacrée. Gamzati, la fille du Raja qui a surpris cette conversation, convoque Nikia et essaye de la soudoyer pour qu'elle renonce à Solor. Une rivalité furieuse surgit entre les deux jeunes femmes et comme son père, Gamzati fait le serment de tuer la bayadère. Dans notre relecture exclusivement féminine cette année, les élèves ont travaillé sur l'interprétation et l'expressivité pour aborder chaque personnage. À travers les traits de caractère qu'on supposait ou idéalisait chez les femmes au XIXe siècle. Le dévouement sacerdotal pour les élèves de 2C3, la pureté et l'innocence de la première apparition de Nikia, interprétée ici par Ariel Océane.
Lors des fastueuses fiançailles, la cour défile et les divertissements se succèdent. Solor célèbre impassible son union avec Gamzati. En dehors des actes guerriers, le courage et la loyauté ne semblent plus l'étouffer. Gamzati, de son côté, triomphe. Nos élèves ont emprunté les attentions aristocratiques des danseuses d'apparat et la puissance hautaine de la stature sociale pour Gamzati, interprétée cette fois par les élèves de 1C4 et par Nina. Nikia est contrainte de venir danser comme elle s'y était engagée, et à la fin des divertissements proposés cette fois par les élèves de 2C2, elle exécutera une danse poignante et pleine de tristesse. On lui présente ensuite une corbeille de fleurs qu'elle imagine venir de Solor, mais le cadeau vient du Raja et de sa fille et cache un serpent venimeux. Mordue, elle se fige,
désigne ses meurtriers et s'effondre. Le grand brahman se précipite avec un contrepoison, mais Nikia le refuse. Sachant inéluctable le mariage de Solor et Gamzati, elle choisit de mourir. Cette fois, nous verrons Juliette dans le costume de Nikia. Vous observerez les bras et les postures inhabituelles de la danse classique, notamment la cambrure du dos et l'entrelacement des bras, symbole de force et d'élan, mais aussi de renoncement. Renoncement aux vœux, puis renoncement à l'amour, et enfin renoncement à la vie.
Peu de chance que Marius Petipa ait visité l'Inde et étudié les danses indiennes. Il met plutôt en scène un lointain fantasmé et probablement très caricatural. Ces dernières années, on a beaucoup reproché à ce ballet une vision coloniale et une forme d'appropriation culturelle. Uniquement préoccupé par l'art de la danse, Petipa ne prêtait pas attention à l'exactitude ethnographique. Et c'était la tendance de toute son époque. Où que se passe l'intrigue, le style reste très européen. Tout doit être replacé dans son contexte, et nous ne pouvons qu'évoquer ici les influences qui ont pu guider Petipa. Le personnage de Nikiya est le résultat d'un long processus de construction, principalement dramatique. L'Inde et les danseuses de temples hindous attirent la curiosité des voyageurs européens et nourrissent l'imaginaire des créations littéraires et théâtrales dès le XVIIe siècle. En 1789, le drame sanskrit, la reconnaissance de Sakuntala, est traduit en Europe et connaît un succès immédiat chez les artistes romantiques. Le poème de Goethe, Le Dieu et la Bayadère, écrit en 1797, est mis en musique et lance la carrière, si l'on peut dire, de la Bayadère comme héroïne romantique. Le maillon entre Goethe et Petipa est Eugène Scribe, auteur de l'opéra-ballet également intitulé Le Dieu et la Bayadère, chorégraphié par Filippo Taglioni, interprété par la légendaire ballerine Marie Taglioni et représenté à l'Opéra de Paris en 1830. Théophile Gautier, romancier, poète, librettiste et critique de danse, écrit alors. Taglioni dansait, ou plutôt planait, un moment en l'air avec un tel abandon langoureux, de telles suspensions sensuelles, autant d'artifice que de naturel, de simplicité, de sobriété. Ses ronds de jambes et les ondulations de ses bras étaient à eux seuls pareils à un long poème. Le succès de Marie Taglioni est tel que lorsque 8 ans plus tard, de véritables danseuses de Pondichéry arrivent pour une tournée en France, le public n'est pas si enthousiaste, excepté ce cher Théophile Gautier, qui cherche à comprendre l'esthétique de ces danses qui déconcertent ses contemporains. Il livre en 1839 des descriptions minutieuses des costumes et de la technique de ces danseuses. Leur danse est essentiellement pantomime. Face à leur manière de représenter les passions du désir et les transports de l'amour, certains leur reprocheront, ce qui manque souvent à nos actrices, la capacité de pénétrer si profondément et si naturellement dans leur rôle. La principale danseuse est alors nommée Amani et eut un impact considérable sur Théophile Gautier et inspira certainement sa grande héroïne, Gisèle, dont l'histoire tragique est sensiblement similaire à celle de Nikiya. Pour le public, l'illusion du voyage ne tient pas seulement à la danse, et Gautier décrit la lumière que les encens font danser, les parfums, les matières précieuses ou végétales, le son des bracelets aux poignets des danseuses, qui enivrent l'imaginaire du bourgeois parisien. Seule une porte nous séparait de la réalisation d'un des rêves de notre vie, de notre dernière illusion poétique, et nous nous sentions étrangement émus, entre excitation et inquiétude. Il décrit encore sa peau comme un bronze florentin, ses mains et ses pieds si fins, ses chevilles minces et nues, ses bras charmants et leurs fines arabesques inégalées. Elle se tient au milieu de ses compagnes, et ses gestes et postures d'une profonde mélancolie et volupté racontent le drame d'un amour trahi. Elle lève ses bras puis les envoie en arrière, avant de les laisser tomber langoureusement, comme des guirlandes de fleurs flétries par la chaleur. Le projet de Petipa n'a jamais été ethnographique, encore une fois, mais plutôt de réanimer les personnages de Gisèle et de Sakuntala en les synthétisant. Mais l'histoire de Nikiya n'est pas finie. La nuit suivant sa mort, Solor, désespéré, se tourne vers l'opium afin de calmer la douleur de son deuil. Peu à peu, dans son délire, les contours de sa chambre s'effacent. Il se voit ailleurs, avec l'ombre vivante de Nikiya, dans une sorte de nirvana, le royaume des ombres. L'acte 3, le plus connu de la Bayadère, est organisé comme un grand pas classique, c'est-à-dire une suite de variations, de pas de deux et d'ensemble, dépourvues de toute action dramatique. Le fantôme de Nikiya semble démultiplié dans l'entrée des ombres, où 32 danseuses répètent la même arabesque à l'infini et se croisent dans un jeu de kaléidoscope qui symbolise l'ivresse de Solor. La musique de Minkus sublime ce moment d'illusion. La jungle au clair de lune et le blanc viennent reposer le spectateur et le perdre dans les voiles du corps de ballet évanescent.
Sa chorégraphie simple et académique deviendra l'une des plus célèbres compositions de Petipa, exigeant une synchronisation absolue des danseuses. Cette entrée lui a été inspirée par une illustration de Gustave Doré, tirée du Paradis de la Divine Comédie de Dante. Trois ombres se détachent pour présenter trois courtes variations qui n'ont pas d'intérêt pour l'intrigue, mais sont connues pour les prouesses techniques qu'elles mettent en jeu. Deux de nos élèves de cycle 3 ont choisi de s'y essayer, Maëlys et Romane. Dans le dernier acte prévu en 1877, Solor se réveille au matin. Il est confronté à la réalité et doit épouser Gamzati, dans le temple. Avant et durant la cérémonie, l'ombre adorée de Nikiya vient le hanter. Quand le grand brahman est sur le point d'unir Gamzati à Solor, la colère des dieux éclate pour venger le meurtre de Nikiya. La foudre détruit le temple et tous ceux qui y sont. Nikiya ne s'apaise que lorsque la mort lui rend Solor, montrant ainsi un caractère féminin plus moderne. Mais sans cet acte 4, une autre lecture est possible. Solor ne se réveille pas de cette fatidique prise d'opium. Les deux amants, unis dans la mort, vivent à jamais leur amour dans le paisible royaume des ombres. Je vous laisse terminer ce voyage avec elle.
Thank you.